Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette rencontre, première rencontre de la journée, pour moi en tout cas, et qui va tourner autour du thème des métamorphoses. Des métamorphoses dans 3 romans qui sont des métamorphoses liées au changement d'âge, liées aux variations familiales et liées aussi au contexte dans lequel les personnages évoluent. Ces trois romans qui m'ont beaucoup passionnée à la lecture. J'y ai plongé avec beaucoup de plaisir parce que tous les 3, je vais vous présenter, avaient rendu vos personnages très incarnés, très attachants, très personnels. Et on les retrouve, c'est l'un des points communs de vos textes, comme on retrouve des amis ou comme on discute avec un ami qui nous raconte son histoire. Voilà, donc merci à vous d'être avec nous ce matin. Je vais vous présenter déjà chacun. Claudie Gallet, bonjour, bienvenue. Vous avez beaucoup écrit, j'ai lu en préparant la rencontre que vous écriviez depuis l'adolescence, n'est-ce pas? On va parler d'adolescence. Le premier livre publié, c'est L'Office des vivants. Je ne vais pas tous les citer, puisque vous en avez beaucoup publié. Je cite Les Déferlantes, qui a eu 19 prix littéraires. Il y a eu L'amour sur une île, il y a eu Une part de ciel et quelques autres, jusqu'à Avant l'été, qui est le plus récent, qui est paru chez Actes Sud. Et pour poser le décor du roman, on suit 5 jeunes femmes. Alors c'est Jessica qui est le personnage principal, Juliette, Camille, Boucle d'or et Broussailles, qui sont ses amis proches. Nous sommes dans les années 80, dans une petite ville, et toutes les 5 ont 23 ans. Elles sont amies depuis très longtemps et elles se cherchent un moteur, puisqu'elles sont à une période très particulière. Certaines sont vraiment entrées dans l'âge adulte, notamment une qui est mariée, qui a eu un enfant, mais la narratrice, pas encore, elle est dans cette période de flottement, et finalement, ces jeunes femmes sont encore en train, à l'aube sur la lisière de l'âge adulte. Elles n'ont pas toutes franchi encore cette porte, et on est encore à un âge où tout est possible, mais où tout, on sent, peut se refermer aussi très vite. Et moi, j'ai lu ce livre assez lentement. C'était mon livre du soir. Je lisais sur ma liseuse dans le noir. Et j'étais très heureuse de retrouver ces jeunes femmes. J'avais l'impression d'être la 6e du groupe de copines. On s'attache beaucoup à ces héroïnes. Voilà. Et puis, un mot aussi, on va en parler. Il y a une femme qui fait son entrée dans ce livre, qui est Madame Barnes, qui est une notable de cette petite ville, qui est une dame à la fois très riche et pas si riche que ça, qui a une grande maison qu'elle vide, dont elle ouvre les armoires, dont elle essaye de se débarrasser, mais en même temps elle est lestée par tous ses souvenirs de toute une vie. Et elle a une dame de compagnie qui au début est Juliette, donc la très jolie amie de ces 5 filles, qui a le rôle de celle qui est la canon de service. Et puis cette jeune femme va laisser son travail à Jessica, et c'est Jessica qui va devenir dame de compagnie de Madame Barnes, et Madame Barnes va beaucoup lui apprendre. Et dernière information sur le livre pour qu'on soit pas trop perdu quand on en parlera, eh bien, ces jeunes filles ont un projet en commun. Il y a une fête dans cette petite ville et elles décident de faire ensemble un défilé de mode qu'elles vont préparer pendant tout le livre. Ça va apporter le petit suspense. C'est est-ce qu'elles vont remporter la coupe ou pas? Et elles vont se faire des tenues, se préparer, s'entraîner à marcher, etc. Et bien évidemment, dans ces préparatifs de défilé de mode, il va se jouer beaucoup plus de choses que simplement se vêtir et marcher sur une scène. Voilà pour Avant l'été. Luc Chomara, merci beaucoup à vous d'être ici, bienvenue. Et j'ai vu, alors toujours en faisant mes recherches sur Internet, qui parfois ment, mais vous me dites si Internet a menti, que vous aviez publié votre premier roman à 22 ans, donc également un talent précoce. Et vous avez travaillé dans la publicité, vous connaissez très bien la publicité, et je trouve que ça se sent dans votre style, puisque vous avez un art, notamment de conclure, je trouve, les paragraphes ou parfois les chapitres avec une phrase un peu saisissante qui reste. J'aime beaucoup ça chez vous, dans votre style. Vous avez travaillé du côté du roman policier. On vous connaît dans les festivals polars. J'ai déjà animé des rencontres avec vous autour du polar. Vous avez eu le Grand Prix littérature policière pour Un trou dans la toile en 2016. À la Manufacture de livres, vous avez publié Le polar de l'été et le dernier thriller norvégien, avec des petites espiègleries dans les titres. On ne va pas en parler ici, parce qu'on n'est pas sur du polar. Mais c'était drôle. Et là, vous, avec le livre Le fils du professeur, vous nous livrez un livre très personnel, avec la voix
d'un homme qui raconte son enfance, et qui raconte son enfance avec le ton d'un homme adulte et avec en même temps la voix d'un enfant qui observe la vie qui se déroule sous ses yeux. Et ça, j'ai trouvé on en parlera de la façon dont chacun d'entre vous a trouvé le ton de son livre, j'ai trouvé que c'était absolument formidablement fait. Il y a une voix dans ce texte qui nous parle beaucoup, et c'est avec vous qu'on a l'impression aussi d'avoir une conversation avec quelqu'un qui nous raconte son existence. Et donc, le fils du professeur, eh bien, c'est vous, hein, peut-être, vous allez me dire, ou pas. Avec les auteurs, on avance toujours un peu sur des œufs. Mais c'est le fils d'un professeur d'histoire, une famille qui vient d'Algérie, avec aussi l'histoire de cette famille qui est liée à l'histoire d'Algérie, qui est arrivée en France. Ce fils qui est fils unique pendant un temps assez long, qui regarde à un moment donné, qui écrit assez tôt dans le texte, je suis une chose qui tient la main de chacun de mes parents, donc qui va chercher sa place comme ça dans cette famille, avec une mère qui a des accès de tristesse, avec un père vers qui on regarde parce que c'est le professeur d'histoire, parce que c'est un homme assez marquant, et puis vous progressez dans la vie et là arrive un petit frère. Voilà, ce petit frère qui va tout chambouler et qui va être à l'origine aussi d'autres métamorphoses. Et puis on va vous suivre jusqu'au lycée, jusqu'à la fin de cette enfance. Et puis Clara Dupont-Mono, merci à vous d'être là et bienvenue. Et alors vous êtes journaliste, presse écrite et radio. Cette année, on peut vous entendre le dimanche sur France Inter avec Livre et Châtiment. J'ai hâte d'entendre, ce sera de 17h à 18h. S'adapter, c'est votre 8e roman, après une liste qui va de Éova Luciole à La Révolte, en passant par Le Roi disait que j'étais le diable, roman plutôt historique. S'adapter, chez Stock, c'est aussi une histoire de fratrie. Ça se passe dans les Cévennes. C'est assez intéressant puisque ce sont des pierres qui nous racontent l'histoire. J'ai trouvé ça assez formidable. Ces pierres qui sont par terre et dans une maison des Cévennes et qui observent cette famille depuis des générations et des générations, et qui voit ce couple qui a 2 enfants, un garçon et une fille, accueillir un 3e enfant. Et ce 3e enfant qui arrive, c'est un enfant handicapé. Assez vite, les parents apprennent qu'il est aveugle et qu'il n'aura pas une vie normale. On les prévient même qu'ils vont le perdre assez vite. Et ça, bien sûr, c'était un bouleversement énorme dans cette famille. Le grand frère va énormément s'attacher à cet enfant, il va se sentir investi de la mission de veiller sur lui, il va développer une sensibilité très forte, et la sœur, qui va prendre la parole après une première partie consacrée à la voix du grand frère, la sœur, elle, va vivre les choses de manière très différente, on en parlera aussi, et on verra comment cet enfant, parce qu'il y aura un 4e enfant qui arrivera aussi après, comment cet enfant va être un peu l'astre central de cette famille et comment chacun va se positionner autour de lui. Voilà, c'est aussi un roman bien sûr très émouvant qui touche à la fratrie et au rapport qu'on a avec nos frères et sœurs, qui est quand même une corde sensible chez beaucoup de lecteurs et lectrices. Voilà pour le décor, j'aime bien le planter avant de commencer à parler parce que sinon on peut vite errer dans des sphères un peu obscures. Avant de commencer à parler de vos textes, j'aimerais savoir quel a été le point de départ, l'idée, l'étincelle qui vous a donné envie au moment où vous l'avez écrit d'écrire le roman que vous avez écrit Claudie Gallet avant l'été. Cette grande histoire de 5 filles, d'où est-elle venue ? Alors, il y a eu 2 choses qui se sont mises en place. D'abord, 2-3 lignes lues dans un magazine qui disait que 80% de ce que nous sommes vient de nos gènes et le reste, c'est-à-dire 20%, sont de la liberté. Et je me souviens, quand j'ai lu ça, je me suis dit 80% des gènes, donc on ne peut rien faire sur ces 80%-là, et 20% la liberté. Sur le moment, ça m'a paru très très peu, puis après je me suis dit finalement 20%, si on les utilise vraiment, c'est pas mal. Et donc Jessica, elle est partie de là, envie de qu'est-ce qu'on fait de ces 20% qui nous emmènent ailleurs. Et puis l'autre chose qui a déclenché les images, qui a déclenché le visuel, ce défi qu'elle se lance, c'était en 2018. J'étais à New York, dans un quartier de Harlem. Il y avait une fête des voisins, donc une rue qui était complètement bloquée, un monde incroyable, avec des barbecues, des odeurs de fumée, de chamallows qu'on faisait griller comme ça dans le feu. Et 3 femmes sont sorties d'une maison, elles ont descendu des petits escaliers de pierre, c'était très très beau, très visuel. Elles étaient élégamment vêtues, elles faisaient un défilé de mode à 3, avec des robes absolument... Et j'ai trouvé ça
Voilà, c'était beau, c'était bleu, c'était en couleur, et le regard de tous les gens qui les regardaient et qui étaient émerveillés. Donc voilà, ces deux choses, les 20%, qu'est-ce qu'on fait de ce peu de liberté qu'on a, et surtout voilà, ne pas les négliger, et puis la beauté d'oser, quoi, de ne pas avoir peur de faire des choses. Ça, c'est le grand sujet du livre, hein. Comment oser se dépasser soi-même. Et puis, vous prenez un grand plaisir à décrire aussi ces tenues, ces étoffes. Je ne sais pas si vous êtes passionné de mode ou de tissu, mais vous êtes vraiment allé chercher... elles passent leur vie dans les friperies, et il y a toute une quantité de vêtements différents qui est assez fascinante. Oui, elle crée, elle n'achète pas des vêtements... Non, elle crée, elle découpe, elles sont audacieuses. Elle déchire, elle montre, elle dévoile. Et en fait, c'est une deuxième... On a une propre peau, mais les vêtements, c'est une deuxième peau. Ils servent à nous montrer, à nous cacher, à nous dissimuler. Ils disent énormément sur ce qu'on est. Elles font ça. Au début, c'est des tâtonnements. Au début, et c'est très, très beau de voir comment chacune... Moi, ce qui m'a intéressée, c'est en fait... Alors, c'est inconscient. Elles ne le verbalisent pas. Elles sont jeunes. C'est pas des intellectuelles au sens où elles ne pensent pas vraiment, elles sont dans la vie, mais comment de les voir coudre, de les voir déchirer, montrer, même celle qui est mariée, celle qui montre qui elles sont. Et le cœur du livre, enfin moi, puis même le cœur de tous mes questionnements et de mes angoisses, c'est de ne pas se perdre de vue, de savoir très tôt qui on est pour ne pas se tromper de vie. Elles sont, ce que vous disiez tout à l'heure, elles sont à l'embranchement de leur vie, elles sont encore toutes jeunes, mais il faut déjà faire des choix. Et les choix qu'on fait, ils sont importants. Alors là, je m'écarte un peu des vêtements, mais pas tant que ça, parce qu'en choisissant leur tenue, elles découvrent qui elles sont. Et si elles apprennent à savoir qui elles sont vraiment et ce qu'elles veulent vraiment, et où est leur place, leur juste place, elles avanceront bien dans l'âge. Il ne faut pas se tromper au départ. Et nos vies, c'est ça. C'est à chaque fois c'est des choix qu'on fait. Ils sont bons, ils sont mauvais. Parfois, on a l'intuition qu'on se trompe. Et là, il faut revenir en arrière. Puis des fois, on se dit, oh ben non, ouais, j'ai l'intuition, mais je continue. Mais c'est pas bon. C'est pas bon, parce que si on continue dans une mauvaise direction, après, on ne revient pas en arrière. Enfin, voilà, c'est un peu le sujet de tout ça. Alors, Luc Chomara, ce fils du professeur, qui est-il ? Est-ce qu'on a le droit de vous demander si c'est un roman plutôt autobiographique ? Est-ce que vous préférez garder le secret ? Qu'est-ce qu'on aborde ? C'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez, parce que alors... Non, mais ça serait difficile de dire que ça n'a rien à voir avec moi, puisque ça se passe... ça commence au début des années 60, où il entre à la maternelle. Il est né en Algérie, pendant la guerre, comme moi. Donc il y a beaucoup de choses. Je dirais, je lui ai légué beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs précis et des faits aussi, j'espère, pour trouver l'émotion juste, parce que quand on écrit sur l'enfance, une enfance, on n'en a qu'une. C'est comme dit lui-même le personnage, on ne peut pas comparer. Donc c'est pour ça qu'on ne sait pas si les choses sont vraiment bonnes ou mauvaises, elles sont comme ça et tout. Donc je lui ai légué tout ça. Après, je pense qu'il est plus futé que je n'étais. Il se débrouille mieux de certaines choses. Il a 150 de QI. Oui. C'est pas rien. Ça, c'est de la fiction. En fait, on avait dit 140 à l'époque. Je me suis dit, ça sonne mieux. Bon score. Et voilà. Donc, et puis c'est aussi un personnage de fiction, tout simplement, parce que cet enfant a disparu avec le temps, je ne le suis plus, donc ça présente l'avantage que je sais exactement, enfin il me semble, je sais encore qui il est, ce qu'il éprouvait et tout ça, donc au niveau de la recherche, c'est assez simple, je peux en parler, mais c'est plus moi évidemment. Voilà. C'est un double littéraire, jeune. Disons ça. Et pourquoi ce livre, maintenant, dans cette œuvre littéraire qui est la vôtre, hein, je parlais des polars, je parlais de ces polars un peu espiègles, qui sont un peu des clins d'œil au monde du polar, pourquoi aujourd'hui décider d'écrire ce roman très intime ? Je ne l'ai pas décidé, j'en ai rêvé. Littéralement ? Littéralement, oui, j'ai fait un rêve, c'était
j'avais touché une avance pour écrire un nouveau roman, et puis je savais pas du tout quoi écrire, ce qui m'angoissait un petit peu, comme d'habitude. Et j'ai rêvé de ce livre, j'ai vu ce livre. Il n'avait pas la même couverture, mais ça s'appelait Le Fils du professeur. Et donc je me suis dit, voilà, c'est un livre sur l'enfance, sur mon enfance. Je pense qu'il y a quelque chose qui, je ne sais pas si on peut dire qui a aidé, enfin qui a été dans ce sens, c'est que c'était le moment du premier confinement qui m'a énormément déprimé. Où je me suis dit, tiens, il y a des choses qui ne seront plus. Il y a un monde, un temps qui est en train de disparaître, et que ça a créé une sorte de nostalgie qui est peut-être je suis peut-être très sujet à ça d'habitude, mais là encore plus. Donc voilà, et puis après, oui, j'ai raconté des choses qui ont été plus ou moins vraies, oui. Clara Dupont-Mono s'adapter. Donc cette fratrie que j'ai présentée, hein, qui va s'adapter, cette famille d'ailleurs, c'est pas seulement la fratrie, c'est toute la famille, et il y a aussi une grand-mère dans le texte qui dialogue avec Madame Barnes quand on lit vos deux livres. Cette famille qui s'adapte autour de cette naissance d'enfants handicapés. Comment est venu à vous ce sujet de roman qui, je trouve, est très lourd d'émotions et de sentiments à la lecture? C'est un roman dont on ressort, c'est un peu galvaudé de le dire, mais dont on ressort pas indemne. C'est assez simple. C'est quelque chose qui est vraiment arrivé à ma famille, qui fait qu'on a né un enfant handicapé qui n'a pas vécu très longtemps. Et à un moment, finalement, le chagrin de l'avoir perdu a été vaincu par la joie de l'avoir connu. Donc à partir de là, l'écriture est possible. Il y a ce choc de l'annonce du handicap de l'enfant. Et puis, effectivement, il y a cette façon de se glisser. Alors, la voix, évidemment, c'est la voix du frère, ensuite la voix de la sœur, ensuite la voix de l'autre enfant. Mais on a aussi, à travers eux, la faculté de se glisser dans les sensations de cet enfant qui ne voit pas, mais qui entend, qui ressent, qui perçoit, qui oui, mais ça, c'était possible par la fratrie, parce voilà. que, alors, j'entends, hein, vous dites lourde d'émotion, je le prends pour un compliment, mais il se trouve que j'espère que c'est aussi un peu solaire. Enfin, oui, moi, je voulais pas du tout, en tout cas, c'est pas quelque chose du tout dont, dans la famille, il n'y a pas l'idée de l'épreuve qui m'a mise en 1000 morceaux. Au contraire, moi, ça m'a construite. Ça vous fait une expérience pareille. C'est plus une expérience qu'une épreuve, même si bien sûr c'est dur. Et je voulais absolument, moi, prendre comme angle la fratrie, qui d'abord est un thème littéraire qui est assez peu exploité. On a beaucoup de choses et qui sont passionnantes, mais sur les liens de parents à enfants, mais au sein même d'une fratrie. Je trouve que c'est assez peu exploité. Or, c'est un thème que je trouve magnifique. Et du coup, je voulais en effet segmenter les points de vue. C'est l'aîné qui prend la parole. Après, c'est la cadette. L'enfant handicapé ne parle pas. Et après, il y a le quatrième qui parle. Et ce que je trouvais intéressant à faire, c'est que dans ces cas-là, quand au sein d'une fratrie, mais plus vastement aussi, enfin, au sein d'une famille, au sein d'une petite société aussi, quand à un moment, un événement extérieur arrive comme un projectile et vient ébranler un équilibre qu'on croyait inamovible, il faut s'adapter en fait. C'est-à-dire que la place des uns et des autres change. Oui, au sein, tous ceux qui ont des fratries connaissent ça. À un moment, la cadette devient l'aînée de l'aîné, le petit dernier devient le parent de ses parents, parce qu'en fait, il faut bien s'adapter autour de cette expérience-là. Et là, pour le coup, l'enfant handicapé est entre guillemets un prétexte littéraire, parce qu'en fait, on se rend compte que s'adapter, on passe notre temps à le faire. Quand on change de métier, quand on se sépare de son conjoint, quand on perd quelqu'un qu'on aime, on est tout le temps en train de s'adapter. Alors là, il y avait cette spécificité d'enfant handicapé que je trouve très intéressante et encore une fois, qui est assez peu exploitée en littérature. Et puis cette fratrie m'intéresse parce que c'est vraiment cette idée de chacun veille sur l'autre. C'est pour ça que j'ai fait celles qui racontent l'histoire, ce sont des pierres. Ça se passe dans les Cévennes, d'où est originaire ma famille. Et dans les Cévennes, comme le sud de la France, on a ce qu'on appelle des murs de pierres sèches. C'est-à-dire que les pierres ne sont pas tenues entre elles par un liant. Il n'y a pas de ciment.
elles ne sont tenues que par leur poids et chacune soutient l'autre. Et en fait, c'est exactement comme la fratrie. C'est pour ça que je fais parler les pierres. J'y voyais là, moi, une image de ce que peut être une fratrie. Et chacun se dépatouille comme il peut avec ses propres ressources, avec quand même cette question qui est que quand on doit s'adapter à l'inadapté, eh ben, c'est qui est inadapté ? C'est aussi la question de la norme que j'aimais mettre en question. À un moment, il le dit, l'aîné, il se met au plus près de l'enfant. L'enfant n'a que l'ouïe qui marche. Donc, comme lui, il arrive à une espèce d'acuité sonore assez intense. Et quand il est au lycée et que le portail claque et qu'il y a la cavalcade des élèves, ça l'agresse vraiment. Et en fait, à un moment, il se marre tout seul en se disant « mais en fait, c'est moi qui suis inadapté, finalement ». Donc, il y a aussi toute la question de la norme. La cadette qui est dans la révolte et qui en veut à ce frère handicapé qui est venu mettre par terre l'équilibre familial, qui lui a confisqué son frère aîné, finalement, elle aussi, à sa façon, elle est plus inadaptée que l'enfant inadapté. Parce qu'elle se démène comme elle peut avec cette colère qu'elle a au fond d'elle. Et le dernier, il a la problématique en forme de vertige qui est si tu n'étais pas mort, est-ce que moi je serais né ? C'est quand même assez, ça vous occupe une vie quand même. Et puis l'idée aussi de pardon d'être vivant et normal alors que toi tu étais handicapé et mort. Et là aussi ça vous occupe une vie. Donc chacun en fait se débrouille en fait comme il peut, convoque ses ressources de courage, d'adaptation. Et c'est vraiment l'idée de l'épreuve au sens large du terme, mais qu'on connaît tous en fait, qui fait qu'à un moment quand il faut s'adapter, il y a quelque chose de l'ordre du funambule. Il faut bien qu'on fasse avec. En fait l'idée c'est de faire avec et pas faire contre. Et ça, on le fait tous. Et sur ce thème du handicap, avec un être qui n'est pas normé, c'est l'expérience de l'adaptation, à mon avis, la plus aboutie et je pense une des plus riches que notre société aurait tort d'écarter, puisque je rappelle quand même que 12 millions d'handicapés en France, c'est 20% de la population française et qu'on ne les voit jamais. Voilà. Luc Chomara, il y a cette phrase dans le livre de Clara Dupont-Mono, les enfants sont toujours les oubliés de l'histoire, que vous venez de confirmer là. Vous faites parler cet enfant, et on voit effectivement qu'il peine à trouver sa place, il peine un peu aussi à être écouté, comme tous les enfants finalement. C'est pas du tout un défaut forcément d'écoute autour de lui, c'est juste qu'on ne prend pas forcément au sérieux les enfants. Vous, avec ce livre, vous le faites, puisque vous donnez une voix à un enfant de la maternelle au lycée. Aussi, est-ce que vous êtes d'accord avec Clara Dupont-Mono? Est-ce que vous aviez à cœur de donner de l'importance à cet enfant qui parle? Oui, tout à fait. Je pense que de toute façon, c'est le problème de toute façon de tous les enfants, c'est qu'on les voit comme des enfants. De notre point de vue, lui, c'est pour ça que je choisis que lui raconte l'histoire, parce que tout ce qui lui arrive, c'est du jamais vu. C'est extraordinaire. Ce qui se passe dans l'enfance, quand on débarque, tout ce qu'on découvre, tout ce qui est... Et en plus, à cette époque-là où les enfants n'étaient pas accompagnés, donc tout est fantastique et tout pose question. Et il y a peu de réponses, parce que déjà, souvent, les adultes ne les ont pas. Donc voilà, c'est un temps de la vie où l'adaptation, elle est permanente. Et bien sûr, trouver sa place, c'est très, très compliqué. Je pense que c'est pour ça que toute enfance est extraordinaire et unique. Il faut s'adapter aussi aux réactions énigmatiques, aux attitudes énigmatiques des adultes, qui sont souvent au cœur des romans. Les romans sont écrits du point de vue de l'adulte, et on sait très bien pourquoi un adulte va mettre une claque à son fils, parce que lui a un traumatisme qui va être l'objet du livre. Là, vous êtes l'enfant qui se prend une claque qui sort de nulle part, c'est sa cousine surtout, qui se prend un peu des baffes, qu'on voit qui est vraiment victime de violence. Et vous montrez à quel point tout ça, quand on est du point de vue de l'enfant, mais est complètement indéchiffrable et mystérieux. C'est-à-dire ça sort de nulle part. Ah oui, c'est tout à fait énigmatique, tout à fait. Et il n'y a pas de réponse. Surtout qu'à l'époque, c'était pas quelque chose de très rare. Enfin, la baigne, bon, c'était même pas, on parlait pas du tout de violence sur les enfants. Ça n'existait pas. C'était voilà. Et on n'avait pas à se justifier de ça du tout. C'était quelque chose d'assez banal. Et oui, il n'y a pas de... Ça pose quand même question. Ouais. Et il n'y a pas de réponse à ça.
Et c'est un débat, c'est intéressant, qui est encore en cours aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a encore... Aujourd'hui, la fessée est interdite. On comprend très bien pourquoi. Mais il y a encore des nostalgiques, en fait, aussi, de cette époque où on pouvait corriger ces enfants, finalement, sans trop se faire mal regarder par la personne derrière dans la file d'attente du supermarché. Oui, je ne sais pas s'il y a des nostalgiques de ça. Si on lit les si. débats sur les réseaux sociaux, etc., c'est oui, une claque n'a jamais tué personne. Je trouve que votre point de vue est très intéressant sur ça. Moi, c'est l'une des choses qui m'a marqué à la lecture. Justement, le fait que un enfant ne comprend pas, ne sait pas. Finalement, le regard, tout ça est très mystérieux et difficile à mesurer et à interpréter quand on est du point de vue de l'enfant. Ah oui, c'est impossible. De toute façon, je pense que c'est la raison pour laquelle, en tant qu'adulte, on a tous des petites choses difficiles à vivre. C'est parce qu'il y a des questions où on n'a jamais eu les réponses, et il y a des choses qui n'ont jamais été résolues. Je crois réellement que tout ce qui nous arrive dans l'enfance, il n'y aura jamais d'événement aussi grand, aussi énorme après. Parce que tout est nouveau, et oui, tout est indéchiffrable. Et à l'époque, en tout cas, mais je pense que c'est toujours le cas. Enfin, moi, maintenant que j'ai des enfants, je me rends compte parfois, je me dis, je me surprends à faire les mêmes erreurs qu'on a fait avec moi. Des fois, c'est trop tard. Et c'est très difficile, de toute façon, d'être un enfant. On dit souvent que c'est difficile d'être un parent, etc. Mais je crois que la première difficulté dans la vie, c'est celle-là, c'est d'arriver et de ne pas comprendre ce qui se passe. Et je crois que les réponses, de toute façon, sont toujours incomplètes. Et toute notre vie. Claudie Gallet, le personnage de Jessica, donc ce personnage central, évolue dans un lieu hautement symbolique, c'est l'hôtel familial. L'hôtel tenu par la mère, dans lequel on trouve aussi la grand-mère. Bon, bien évidemment, il y a le père, mais voilà, il y a cette lignée de femmes. Elle est la dernière arrivée de ces femmes, et ça pèse sur ses épaules. On attend d'elle probablement qu'elle reste là, qu'elle modernise l'hôtel et qu'elle prenne la suite et qu'elle donne un nouveau souffle à cet hôtel qui périclite un petit peu. Il y a un inspecteur qui fait régulièrement son apparition en disant bon, il y a des cafards, c'est pas aux normes, etc. Et elle, voilà, il faudrait qu'elle apporte un vent de modernité, mais c'est pas forcément ce qu'elle veut. Cette mère est très importante. En même temps, les choses que vous nous dites sur elle sont, voilà, petite, elle a pris des coups. On le sait, sa mère, elle est dure au mal. Mais en même temps, voilà, il y a ce rapport très pudique entre elles. Comment est-ce que vous avez traité cette question de l'hérédité et cet héritage écrasant qu'est l'hôtel ? Parce que c'est le nœud de beaucoup de vies, la culpabilité, la responsabilité. C'est difficile. Je reviens à ce que vous disiez, d'être enfant, d'être fille. En plus, elle est fille unique, Jessica. Donc, elle porte la responsabilité de cet hôtel qui doit être transmis. Oui, comme vous disiez, il était à la grand-mère, il est passé à la mère. Maintenant, ça devrait être à elle. Mais elle n'a pas du tout envie de ça. Et c'est difficile de quitter la famille. C'est ça aussi l'enjeu pour Jessica, c'est-à-dire cet attachement fort, cet attachement puissant. Elle aime infiniment sa mère, elle aime infiniment sa grand-mère, elle aime cette place, elle est attachée fortement, mais au fond d'elle, il y a ce petit quelque chose, cette petite voix en sourdine qui lui dit que sa place, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, sa juste place, elle n'est pas là. Jessica, elle a une lumière en elle, il y a quelque chose en elle qui fait qu'il va falloir qu'elle trouve une porte et puis qu'elle s'en aille. Elle a essayé une première fois de partir, on le voit au début de l'histoire, et puis ça n'a pas marché, elle n'était pas prête. Elle est revenue, elle a eu ce courage de revenir au point de départ, elle recommence. Quitter sa famille, couper le fil, c'est très difficile, on a l'impression qu'on abandonne, on a l'impression qu'on tourne le dos, mais si on comprend qu'on n'abandonne pas, c'est-à-dire que si on s'en va, mais non, on n'abandonne pas, on va simplement vivre sa vie et on garde en soi, dans son cœur, dans sa mémoire, même si on s'en va, on peut partir. En fait, pour Jessica, l'enjeu, c'est d'oser partir. Et elle a peur, quelque part, et c'est normal qu'elle a peur. Tout le monde a peur de partir, tout le monde a peur de quitter ses parents, tout le monde a peur, c'est tout à fait normal. Mais voilà, il y en a qui partent et d'autres qui restent. Dans l'histoire, les 5... quelques-unes vont partir et d'autres vont rester. Mais celles qui restent ne sont pas dans la tristesse. C'est leur juste endroit où elles sont bien. Et je pense à Boucle d'Or qui est mariée, qui a déjà un enfant, qui a déjà donc une certaine
mais qui a besoin de ça au fond d'elle, de ce confort au fond d'elle. Et elle n'est pas malheureuse, même si elle a énormément évolué par rapport au défilé et par le fait qu'elle s'est montrée et qu'elle se montrait telle qu'elle était. Voilà, on revient à ça, de savoir qui on est vraiment. C'est l'enjeu pour ces gamines, c'est l'enjeu pour ces filles. Dans cet écosystème amical où chacune a sa place bien définie, c'est intéressant puisque celle qui sait déjà qu'elle va globalement rester offre des cahiers à Jessica en lui disant « mais écris, parce que tu as ça en toi ». Et c'est comme si Jessica n'arrivait pas à franchir le pas. Parce qu'elle est attachée, c'est toujours pareil, c'est le problème de l'attachement. Quand on est attaché très fort soit à sa famille, soit à un homme, vous vivez avec quelqu'un et puis à un moment vous vous rendez compte que vous l'aimez toujours, mais pas tout à fait comme avant. Et elle en est là, Jessica. Il faut celle qui lui offre les livres, c'est la plus belle. C'est tiens, j'ai oublié son prénom. Juliette. C'est Juliette. C'est Juliette. C'est un acte manqué d'oublier son prénom, parce que Juliette m'a énormément agacée. Juliette, mais en fait, je lui pardonne tout. Mais si vous voulez, c'est la plus jolie. C'est celle qui, depuis toujours, est la préférée, la petite blonde dans cette place banale. Moi, j'ai le goût des endroits, des petites villes sans importance, des petites vies simples, des gens qui n'ont pas des grands destins en pleine lumière. C'est ça qui m'intéresse, moi, dans l'écriture, d'aller voir comment vivent ces gens. Et dans cet univers-là, il y a cette Juliette qui est toute belle, que tout le monde dit la plus belle, que tout le monde regarde avec des grands yeux admiratifs. Et c'est marrant parce qu'il y a une rivalité en sourdine entre cette Juliette et Jessica. Jessica envie la beauté de Juliette. Elle lui dit « mais tu es belle, j'aimerais être belle ». Moi, ça, c'est un rêve que moi, je suis pas... Bon, j'ai jamais été très, très jolie, et même pas jolie du tout, en fait. Mais j'aurais aimé connaître ça, ce plaisir de la beauté, un jour, ou de voir ce que ça fait, d'être vraiment, et de se promener. Et Jessica lui dit ça un jour, mais moi j'aimerais être belle comme toi, un jour ou deux pour voir ce que ça fait. Et Juliette lui répond, alors j'ai plus exactement les mots de Juliette, parce qu'il a fallu vraiment que je rentre dans sa façon de parler. Juliette, qui est si belle, elle aimerait plutôt être Jessica, parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose en Jessica, elle le lui dit, qui va durer plus longtemps que cette petite beauté éphémère. Et c'est pour ça qu'elle lui donne les cahiers. Elle lui dit « va », parce que le papa écrit. On n'en parle pas beaucoup du papa de Juliette, de Jessica. C'est un maçon, mais c'est un maçon poète. C'est un maçon qui, quand il a fini sa journée avec sa truelle et son ciment, il rentre chez lui et il écrit. Il écrit quelques lignes dans des cahiers. Ni sa femme, ni la grand-mère, ni Jessica n'ont jamais regardé ce qu'il écrivait. C'est un mystère. Ça reste très, très... Les cahiers sont tous rangés dans un buffet sur les verres à pied du dimanche. Et un jour, bien sûr, Jessica regarde ce qu'il y a dans les cahiers. Et c'est infiniment... Moi, il m'a troublé, ce papa, parce que, vous le voyez avec sa truelle, avec son ciment, on n'imagine pas une seconde que le soir... En fait, c'est les doubles facettes. Il y a ce qu'on montre, on revient au défilé. Il y a ce qu'on montre et puis ce qu'il y a dessous. Et moi, ce que j'aime chez les gens, c'est ce qu'il y a dessous. Quand on prend un peu le temps, et voilà. Quand on soulève les pierres. Clara oui. Clara Dupont-Mono, justement, les enfants dont vous parlez, ce garçon, cette fille et puis cet autre garçon, leur destin est modifié, leur trajectoire est modifiée par l'arrivée de cet enfant. Et chacun va prendre une route très différente. Moi, j'ai trouvé touchante ces destinées d'un côté ce grand frère qui va absolument pas se protéger vis-à-vis de ce petit frère, qui va tout donner, qui va tout lui donner, à un tel point qu'il va ensuite... Alors ça, c'est mon analyse, hein, et j'espère qu'elle n'est pas trop mauvaise, mais qui va ensuite se protéger de tout attachement. Et il ne va pas avoir d'enfant, il va devenir cadre, il va apprendre les chiffres, il va devenir cadre sup avec directeur financier, toujours à jouer avec les comptes. Mais il va comme ça, voilà, être derrière un mur en verre. Pourquoi est-ce qu'il fait ce choix-là
Moi, le fait de prendre 3 points de vue différents des 3 membres de la fratrie, ça me permettait d'explorer 3 sentiments différents, alors assez segmentés, mais bon, en vérité, dans la vie, tout est plutôt mélangé, hein, quand même. On adorerait que la vie soit aussi compartimentée que la littérature, mais ça ne marche pas comme ça. Mais en tout cas, ce frère aîné, c'était très... Moi, j'ai adoré l'écrire, en fait. C'est un personnage qui m'intéresse vraiment. Lui, quand l'enfant naît, personne ne s'attend à ce que... il a une dizaine d'années quand son petit frère naît, et lui, il est plutôt frondeur, taiseux, il est assez beau en plus, donc il impose un peu le respect, les cousins le suivent sans rechigner quand il faut aller chasser les chauves-souris ou faire des bêtises. Et il a une espèce d'aura un peu seigneuriale comme ça. Et l'enfant naît, donc c'est son petit frère, hein, lui c'est l'aîné. Et en fait, personne ne s'attendait à ce qu'il s'en occupe autant. Et lui, en fait, profondément, il est touché par cette espèce de pureté qui émane de ce genre d'enfant. Alors, il se trouve que le handicap de cet enfant, il est assez costaud. Aujourd'hui, on dirait polyhandicapé, on dirait encéphalopathe. Enfin, c'est des mots qui sont quand même pas très jolis. Mais concrètement, ça veut dire qu'en gros, il n'y a que Louis qui marche. Bon. Il grandit, il a la taille, la croissance d'un enfant normal, mais il est tout mou, en fait c'est une poupée de son. Il demande les soins d'un nouveau-né, en fait tout le temps. Et en effet, il parle pas, il saisit pas, le corps est tout mou. Et en fait, l'aîné, il est vachement touché par ça parce qu'il dit, à un moment, il dit la cruauté est absolument absente puisqu'il est incapable de juger. Et donc là, il touche à quelque chose de l'ordre d'une espèce de pureté un peu idéale, parce qu'il comprend très vite que le bonheur pour cet enfant, ça se résume à des choses extrêmement élémentaires, comme la satiété, la chaleur, le moelleux d'un pyjama, un parfum. Et puis Louis, donc il a assez développé, un oiseau qui passe, une musique à la radio. Donc en fait, il est hyper touché par cette espèce de finalement de niveau extrêmement primaire de la joie de vivre en fait. Et du coup, lui se sent à un moment, j'emploie le mot reddition, mais c'est comme s'il déposait les armes et il disait ah bon bah puisque c'est donc ça aussi une forme aussi d'être au monde. Et il dit je vais faire pareil. Et en fait, il dit aussi un truc important, il dit que l'enfant a droit à sa part de bien-être. Donc il considère normal de veiller à ce que la purée soit bien assaisonnée, que le pyjama soit propre, qu'il est chaud. Il trouve ça normal. Et il s'attache beaucoup au lien qu'il a avec lui, qui est un lien en fait infraverbal, puisque l'enfant ne parle pas, infragestuel, puisque l'enfant ne bouge pas. Et en revanche, au niveau de Louis, alors là, je trouve que c'est avéré, mais ce sont des enfants qui réagissent au son. Donc ce sont des enfants, alors qui ont une gamme d'émotions assez limitée, c'est-à-dire qu'en fait, ils sourient ou ils pleurent, hein, mais c'est déjà pas mal. Et en fait, le frère aîné arrive à provoquer des sourires, parce que il lui caresse le bras, parce qu'il y a un son qu'il aime bien. Et donc ça, ce lien-là, il en tombe extrêmement amoureux. Et il va s'en occuper tout le temps. L'enfant, bon, on spoil, mais c'est pas grave, mais l'enfant finit par mourir. C'est des vies en général assez courtes. Hein. Et en fait, à ce moment-là, l'aîné, il a une réaction que je trouve intéressante, qu'on a toujours un peu tendance à condamner. Et il choisit en fait de jamais finir son deuil. On est dans des sociétés quand même qui passent leur temps à nous dire fais ton deuil, bon ça va, maintenant tourne-toi vers la vie quand il y a eu un pépin, mais pas forcément une mort, hein, mais un pépin. On a quand même l'injonction de tourner la page assez vite et de faire bonne figure et d'aller de l'avant. Ça c'est le grand mot d'aujourd'hui, c'est aller de l'avant. Et lui, il dit non. Et donc il fait même pire, il fait un pas en arrière du monde. Et en fait, le lien qu'il a eu avec l'enfant, il choisit finalement, si faire son deuil, c'est renoncer au chagrin d'avoir perdu quelqu'un, et lui, il dit, je ne renoncerai pas au chagrin de l'avoir perdu. Et on se rend compte, c'est intéressant, que le chagrin est un lien. Mais comme la guerre l'est, en fait. Hein. Et en fait, il va devenir directeur financier, en effet, dans une grande entreprise, parce que les chiffres, ça ne trahit pas. Les chiffres, c'est juste ou c'est faux. Ça ne réserve pas de surprise. Lui qui a été victime finalement de l'arbitraire, du sort, parce que personne n'a demandé à ce qu'un enfant handicapé naisse comme ça, il choisit une forme de stabilité qui est les chiffres, au moins c'est froid, c'est net,
il n'est pas angoissé, et il choisit de ne pas avoir d'enfant, et il choisit d'avoir une vie comme ça assez effacée, mais en même temps c'est un choix, ça lui va. C'est vraiment un choix. Alors que la cadette, elle va prendre l'inverse. Elle a les 2 pieds dans la vie. Elle 3 enfants. Elle est furax. Elle trouve que c'est honteux qu'un enfant handicapé soit tombé du ciel comme ça pour aller tout torpiller. Elle trouve ça scandaleux. Et elle est à l'opposé du frère. Luc Chomara, Clara Dupont-Moreau vient de dire que la guerre est un lien. Alors, elle a dit la tristesse est un lien, mais la guerre est un lien. Et la guerre d'Algérie est importante, l'Algérie est importante dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous dire justement quelle est... Parce qu'il y a plusieurs ingrédients qui reviennent comme ça, qui sont un peu en toile de fond dans l'histoire de cet enfant. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'Algérie et de l'impact dans le temps de cette expérience, de ces racines algériennes sur cette famille? C'est une grande ombre qui plane dès le départ, qui est assez étrange parce que donc cet enfant naît là-bas, je suis né là-bas, et ça n'aurait pas dû arriver parce que ce ne sont pas des pieds noirs, c'était juste que le père est un appelé. Il fait partie des gens qui ont fait leur service là-bas. Donc à l'époque, on n'appelait pas ça une guerre, mais enfin c'était la guerre d'Algérie, et à un moment donné, il y a un lycée là-bas qui fait appel à l'armée parce qu'il y a un poste de professeur qui est vacant. Donc lui, ça fait 2 ans qu'il crapahute, il est trop heureux, donc il accepte le poste et donc il se retrouve professeur en Algérie pendant la guerre, et c'est là-bas que l'enfant naît. Dans des circonstances assez compliquées, parce qu'il faut se dire, c'est pour cette nuit, parce qu'il faut aller donc à la clinique avant le couvre-feu, parce qu'après on tire à vue. Et puis la clinique, c'est 4 lits dans une petite pièce où il n'y a pas de service obstétrique, il y a juste une sage-femme éventuellement qui peut être là. Donc bon, c'est des débuts un petit peu compliqués, et puis après il faut partir tout de suite, parce que la mère a un baby blues terrible. Et elle n'arrive pas à rester. Et ensuite, il faudra partir de toute façon définitivement. Donc ça, c'est les débuts. Qui fait qu'en fait, c'est des gens qui n'ont pas ils n'ont pas de milieu vraiment. Parce que c'est des gens qui de toute façon sont opposés à la guerre d'Algérie. Donc là-bas, déjà, c'est compliqué pour des Français à ce moment-là. Et puis les Kabyles se méfient d'eux aussi, aussi à cause des circonstances. Donc c'est des gens très isolés. Et quand il rentre, c'est pour ça que lui s'identifie tout de suite quand il est petit et qu'il fait la crèche et qu'il met les santons et tout ça. Cette famille qui est poursuivie par des soldats où il y a juste le papa, la maman et le petit Jésus, et tout ça, ça lui parle beaucoup. Il s'identifie beaucoup à ça. L'œil de Dieu est ouvert sur lui en permanence dans le livre. C'est l'un des personnages importants aussi. Ce Dieu qui est témoin. On ne sait pas trop si lui, sait pas trop s'il existe ou pas, mais il est témoin du parcours de cet enfant. Ça, c'est intéressant. Lui, il est élevé dans la religion catholique. Oui. Il y a 2 figures patriarcales comme ça qui posent sur lui très très fort. Il y a son père, son père qui est professeur, donc qui est une espèce de père au carré. C'est-à-dire d'abord, lui, il a l'impression de ne jamais sortir de l'école. C'est-à-dire à la maison, il est toujours à l'école. Et puis plus tard, il y a un problème plus compliqué quand il entre au collège, là où son père enseigne, c'est que à l'école, il est toujours à la maison. Il est toujours sur le regard de ce père. Et c'est compliqué du fait qu'en plus, il est élevé dans la religion catholique. Donc, en plus, il y a Dieu qui sait tout ce qu'il pense, tout ce qu'il dit, tout le temps, etc. Donc c'est quelqu'un qui a une très, très grande culpabilité. Chaque fois qu'il remue un cil, il se dit « c'est bien, c'est pas bien, c'est probablement pas bien ». C'est l'hypothèse la plus vraisemblable. Et donc, ça fait une vie où, comme vous disiez tout à l'heure, il faut trouver une sortie. C'est pas évident. Il faut trouver une sortie. Donc pour lui, c'est pour ça que j'ai choisi d'arrêter l'histoire au dernier jour de lycée, juste avant le bac, parce que pour lui, le bac, c'est quelque chose c'est un événement dont il attend tout. Enfin, il compare ça à la chute du mur de Berlin, parce qu'il dit je vais passer de l'autre côté du mur. En fait, pour lui, c'est échapper à son père. Donc, dans un premier temps, il essaie d'autres choses. Par exemple, il essaie d'être un mauvais élève à tout prix, parce que pour lui, il pense que comme ça, il aura l'attention de son père, enfin, en étant mauvais. Voilà. Parce que son père, il est professeur tout le temps. Il dit mon père ne s'adressait à nous que pour faire cours.
Quand il dit à nous, c'est aussi à sa mère, etc. Tout ça. Alors, pardon. Non, et puis lui, sa vie va se compliquer aussi, puisque on parlait de fratrie et tout ça. Il va y avoir un événement très très important, c'est qu'un jour on lui dit tu vas avoir un petit frère. Et il dit en fait c'était du bluff, il n'en savait rien, parce qu'à l'époque on ne pouvait pas savoir si ce serait un petit frère ou une petite sœur. Mais pour une raison X, ils n'ont jamais imaginé que je pouvais avoir une petite sœur et tout ça. Et ça complique encore sa vie parce que le petit frère, contrairement à lui, il est parfait. Déjà, il est immédiatement, lui, il est athée. Il le dit tout de suite, enfin assez vite. Il dit non, moi, Dieu, tout ça, ne m'intéresse pas. Bon, il croit au Big Bang et tout ça. Voilà, ça lui va bien. Et étonnamment, ses parents sont pleins d'admiration pour cette liberté de penser. Alors que lui, qui fait toujours tout ce qu'on lui demande de faire, il a toujours l'impression d'être, et c'est plus qu'une impression d'ailleurs, d'être jugé comme un enfant inintéressant. Et il y a cette mère aussi qui, comme vous le disiez, qui a une espèce de tristesse, qui a fait ce baby blues, et en même temps qui a ce côté un peu fait. À un moment donné, elle fait une comète dans le salon. Elle émerveille ces trois hommes qui la regardent en faisant naître comme ça un miracle de feu. Ouais. Et c'est un personnage que j'ai trouvé assez captivant aussi, ce personnage de mère. Oui, c'est un être très mystérieux. Déjà pour lui qui raconte l'histoire, parce que pour lui, de toute façon, les femmes, c'est un mystère absolu. Il va, ce qui n'existe plus, par exemple, je vous disais, je me suis dit d'un seul coup, il y a des choses qui ne seront plus, mais ça fait déjà un moment, c'est-à-dire que lui, il va dans une école de garçons, et puis il va dans un collège de garçons. C'est-à-dire que la première fois qu'il fréquente des filles, c'est en seconde, c'est à 15 ans, 14-15 ans, voilà. Et sa mère, c'est un personnage qui est très isolé pour ça, parce qu'elle vit donc avec 3 garçons, son mari, ses 2 enfants. Et à un moment donné, il se rend compte de sa solitude. Il dit si seulement l'un d'entre nous avait été une petite fille. Il se rend compte de ça parce qu'il va faire des courses avec elle, parce qu'il a besoin d'un nouvel anorak ou je sais pas quoi et tout. Et puis à un moment donné, elle prend une robe dans les rayons, elle essaie, elle regarde dans la glace et tout ça, et elle lui demande ce qu'il en pense. Et donc comment tu trouves? Et il dit pourquoi elle me demande ça à moi? Et en fait, il se rend compte qu'elle n'a personne avec qui parler, chiffon, avec qui voilà. Et donc le personnage est très mystérieux pour ça. Pour lui, c'est un vrai mystère. Elle est effectivement assez triste, mais il est tellement embarqué dans ses propres problèmes qu'il ne s'en rend pas très bien compte. C'est drôle, Claudie Gallet, parce que Jessica se dit, elle, si seulement j'avais été un garçon, ma mère m'aurait aimé davantage. C'est quelque chose qu'elle ressent. Alors que, bon, bien évidemment, c'est super que ce soit une fille, puisque le livre est formidable avec cette relation entre 5 filles. La mère de Jessica, oui, c'est vrai que c'est une phrase très très dure qu'elle pense. Pourquoi elle dit ça? La mère de Jessica est prise dans son travail. C'est une femme de devoir. C'est une femme qui est assez écrasée par ce qu'elle doit faire, par ses tâches, par ses... elle a peut-être une image d'elle-même qui n'est pas très très revalorisante. Elle frotte toute la journée son hôtel. Elle n'a qu'un souci, la mère de Jessica, c'est que l'hôtel soit propre. C'est que elle passe sa serpillière, elle nettoie les salles de bain. Donc oui, peut-être que oui. Il y a un objet important, un vêtement important, c'est la robe de mariée. La robe de mariée qui marque la fin de ce défilé que préparent les 5 filles. Et cette robe de mariée va concentrer un peu la toxicité des rapports dont vous parliez tout à l'heure, et notamment la toxicité de ce personnage de Juliette qui vous a agacé, qui m'a aussi un petit peu agacée, qui est un petit peu agaçante, il faut le dire, et qui est celle qui mérite la robe de mariée parce que c'est la plus belle, mais en même temps, cette robe de mariée va un peu passer de main en main, il y a un flottement autour de qui va la porter. C'est les failles des relations d'amitié. C'est des amitiés très très fortes. C'est des amitiés. Elles sont soudées, ces 5-là, comme les doigts de la main. Mais quand on gratte un petit peu, oui, on trouve des jalousies, on trouve des failles, on trouve que finalement elles sont différentes, elles grandissent. Oui, c'est ce qui m'a vraiment intéressée, de voir que sous cette lumière-là, il y a quand même entre les deux
Ben, cette robe, oui, qui va la porter? Je ne peux pas raconter parce que si les gens... Mais c'est vrai, qui va la porter? Puis au dernier moment, tac, celle qui devait la porter ne la porte pas. Et c'est une autre, elle passe de main en main. Oui, il faut... Qui va être la plus belle sur la scène? Et puis il y a Madame Barnes, dont on a parlé tout à l'heure, qui est tellement importante, qui est cette femme très attachante, très classe, très chic, qui a vécu en Italie, qui a des liens avec le cinéma et qui va éclairer la vie de Jessica. C'est la porte. Madame Barnes, c'est la rencontre. On fait énormément de rencontres dans nos vies. Tous les jours, on rencontre tous les jours des gens. Mais il y a des moments où vous faites la rencontre. Il n'y en a pas tant que ça dans une existence. Des rencontres importantes qui vont dévier vos vies, qui vont vous aider. Des fois, c'est soi-même. Des fois, c'est nous qui sommes la rencontre pour l'autre. Et là, Madame Barnes, c'est une vieille dame qui a des difficultés à se bouger, qui me fait penser un petit peu... j'aime bien les relations intergénérationnelles entre... dans Seul Venise, il y avait un prince russe qui aidait aussi, pareil, il était enfermé dans son palais vénitien, et puis il y avait une jeune fille qui était là, et il lui apprenait un peu la vie. Madame Barnes, c'est ça. Elle est très féministe, l'air de rien. On est dans les années 80, on est avant MeToo, on est un petit peu avant le sida, c'est une époque où les garçons sifflent les filles dans la rue sans que ça prête à conséquence. Il y a des dragues un peu lourdes, il y a une bande de garçons sur la plage. Voilà, mais tout ça, c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Et Madame Barnes, elle dit des choses à Jessica. Elle lui parle des hommes, elle a eu 3 maris. Elle est très féministe. C'est les débuts de ça où les femmes commencent à prendre conscience que finalement, quand un mari ça va pas, il faut pas, il faut changer. Comme elle lui dit, à un moment, il faut trouver un homme qui vous réenchante. Elle lui dit, mariez-vous avec un Vénitien, vous verrez. Voilà, elle lui dit ça. Elle lui apporte la curiosité. Madame Barnes, c'est la rencontre qui va faire que on peut partir, on peut couper le fil avec sa famille, on peut s'en aller parce qu'on est plus fort. Et Jessica, je la trouve forte parce que elle est curieuse. C'est pas son milieu. Elle est d'un milieu très pauvre. Là, c'est un problème de caste aussi. La famille de Jessica est pas pauvre, mais c'est pas des gens aisés, c'est pas des gens cultivés, ils ne connaissent pas tellement le monde des livres, le monde du cinéma, n'en parlons pas. Et Madame Barnes, elle est fille. Alors est-ce qu'elle a de l'argent ou pas? Oui, elle en a eu, son papa en a eu, mais elle a tourné dans un film, elle a tourné dans Mort à Venise, un tout petit rôle de figurante. Donc elle n'arrête pas de se visionner ce film. Elle apprend ça, elle donne par petites touches à Jessica cette curiosité de la beauté. Elle lui apprend ce que c'est que les verres de Murano. Boire le vin dans des verres. Allez me chercher des verres de Murano dans l'armoire. La pauvre Jessica, les verres de Murano, elle ne sait pas ce que c'est. Elle n'ose pas dire « je ne sais pas ce que c'est ». Elle va dans l'armoire, elle ouvre l'armoire, il y a plein de verres. C'est quoi les verres de Murano? Elle prend celles qu'elle pense, ceux qu'elle pense être des verres de Murano. Elle ramène 2 verres, les pose sur la table. Madame Barnes sert le vin, goûte le vin. Et plusieurs jours plus tard, avec le fils de Madame Barnes, Jessica découvrira que les verres qu'elle avait amenés n'étaient pas les verres de Murano. Mais voilà, et c'est un savoir pas un savoir, c'est une sensibilité à la beauté. Moi, je crois très fort. On parlait de lien, on parlait de métamorphose, on parlait de ça. Je crois que ce qui nous fait évoluer, oui, c'est les rencontres avec certaines personnes qui nous emmènent ailleurs, et c'est la beauté, c'est l'art, c'est savoir garder en soi, éveiller en soi cette petite chose qu'on a tous, et qui fait que si on l'étouffe pas, si on va être heureux, même si on n'a pas beaucoup d'argent, mais parce qu'on va avoir en soi la curiosité et la beauté. Et voilà, et c'est ça la force de Jessica, et cette rencontre formidable avec Madame Barnes. Clara Dupont-Mono, j'ai beaucoup aimé le personnage de la grand-mère dans votre livre, qui est très important pour cette sœur, la deuxième fille. Qu'est-ce qu'elle incarne, cette grand-mère? C'est une grand-mère qui est très élégante, alors qu'on est dans les Cévennes et que c'est pas tellement un paysage où on peut être élégant, mais elle tient à ses robes de satin, elle tient à faire une manucure
alors que quand on porte du bois, quand on s'occupe de la nature, c'est une nature très âpre, les Cévennes. C'est vraiment une nature qui donne assez peu, mais quand elle donne, c'est merveilleux. Et la grand-mère, elle a un chignon, elle est parfumée à la vanille, enfin toutes sortes de choses qui font qu'a priori dans les Cévennes, elle détonne un peu quand même. Et elle a une science du vent. C'est la seule capable, quand il y a un coup de vent, à la tessiture du vent, à son courant, elle est capable de dire non seulement d'où il vient, donc de définir les racines du vent, mais surtout elle est capable de prédire en plus où il ira et quelle forme il prendra. Donc si elle dit il y aura du crachin à l'heure du café, et ben, le crachin tombe à l'heure du café. Si elle dit il faut rentrer les bêtes et remonter les voitures plus haut, parce qu'il va y avoir une vraie tempête de vent, à chaque fois elle a raison. Et ça, la cadette, elle adore. Et puis, elle a des copines, la grand-mère, qui s'appelle Marthe, Janine, avec qui, visiblement, même si c'est jamais dit, elle a fait de la résistance pendant la guerre, les Cévennes étant une terre de résistance pendant la guerre, et notamment le pont qu'il faut traverser avant d'arriver à la maison, en fait, est creux. Les pierres forment il y a le parapet, les pierres s'enroulent en quelque sorte, et là en fait est caché un tunnel qui a servi à abriter des familles durant la guerre, ce dont la grand-mère parle vraiment à demi-mot, et comme ses copines et elle se connaissent très très bien, puisque tout ça quand même dans les 80-85 ans, elles jugent pas utile de finir leur phrase. Donc la cadette, elle se retrouve quand elle prend le café avec elle se retrouve avec des conversations trouées, et elle essaie de deviner la fin. C'est pas toujours évident, mais en fait, elles n'ont pas besoin de poursuivre. Alors au départ, la cadette, elle se dit, bon, c'est la vieillesse quand même qui fait qu'elles perdent leurs mots. Et en fait, elle comprend très vite que non, c'est qu'elles n'ont pas besoin de développer, elles ont compris les autres. Donc brusquement, elles se mettent à se marrer, en plus avec un rire qui cadre pas du tout avec leurs paupières bleues, un rire hyper guttural, un peu rauque, un peu tenancière de maison close du XIXe siècle, quoi. Donc ça détonne complètement avec leur silhouette. Et elles disent des choses comme... je me souviens le Bruno, Durand, et elle se jette un regard entendu en disant ah bah ouais. Et la cadette, elle comble les trous, c'est comme un puzzle en fait. Ça l'apaise un peu parce qu'elle adore, et ça elle le doit à sa grand-mère. Et puis la grand-mère, elle a une façon de s'occuper de l'enfant qui apaise beaucoup la cadette, qui est vraiment en colère. Comme souvent les protestants cévenols, la grand-mère parle assez peu. Mais elle s'exprime par des actes. Donc ça va être une compote de coin qu'elle a fait et qu'elle va laisser sur la table de la cuisine. Ça va être du sérum physiologique parce qu'elle a repéré de son œil d'aigle, sans le dire à personne, qu'il en manquait. Ça va être le fameux pyjama qui va être lavé à bonne température, tout ça. En fait, la grand-mère, elle dépanne les parents et la famille par des gestes. Elle a bien mesuré d'un coup d'œil que c'était quand même le chaos, que la cadette était... quand même à moitié pacifiée avec ça. La cadette quand même qui se fait exclure de tous les lycées ou les collèges qu'elle traverse, qui se rase la tête d'un côté, enfin qui a une bonne crise d'ado comme on les aime, qui se bastonne durant les balles de village, parce qu'on est quand même dans les villages avec les balles du 15 août et tout, donc elle revient avec 2 dents en moins. Et la grand-mère impériale qui dit rien à chaque fois, à un moment elle veut faire des cours de boxe, la cadette, histoire de vider un peu la tension. La grand-mère, elle trouve ça épatant, elle lui achète tout l'équipement. Et la cadette s'épuise sur sa terrasse à donner des... Et en fait, il y a toute une tension qu'elle évacue, quoi. Et la grand-mère, alors elle est à l'opéra, elle est sur son fauteuil en rotin, elle applaudit à chaque fois. Et il y a aussi une autre chose qui est intéressante, c'est qu'en fait, la grand-mère, elle hisse la cadette à la hauteur des autres. En fait, elle lui offre une normalité. Parce que quand elle comprend quand même que la famille va être un peu, même sacrément ébranlée par la venue de cet enfant handicapé, parce que ça change l'emploi du temps aussi, un enfant handicapé dans une famille. Les parents changent leur emploi du temps. Elle abonne la cadette à des revues de son âge. Elle l'emmène au cinéma voir le film, ce qui permet à la cadette, plus tard dans la cour de récré, de pouvoir dire « moi aussi j'ai vu À la poursuite du diamant vert avec Michael Douglas ». Donc en fait, elle est à la hauteur des autres, en fait. La grand-mère lui achète les jeans neige des années 80, les sweats qu'il faut, le Tubblegum, OK Magazine. À l'époque, c'est l'époque des cassettes. Elle l'alimente en cassettes de toute la variétoche années 80, un partenaire particulier et tout ça, ce qu'on adore. Et du coup, non, mais mine de rien, ça a l'air de rien, mais en fait, la cadette, elle lui offre une normalité. Et c'est pour ça qu'à un moment, la cadette, devenue grande, dira, en fait, quand il y a
un souci dans la famille, il faut garder un œil sur les enfants qui, entre guillemets, vont bien. Parce qu'on a tendance, ce qui est complètement naturel, à se focaliser un peu sur l'enfant qui pose problème. Il y a quand même les, entre guillemets, bien portants autour. Et donc, et elle a cette expérience-là, alors là, vraiment aux premières lignes, quoi. Voilà, mais elle arrive à cette normalité-là grâce à la grand-mère. C'est son point de joie. Moi, j'ai trouvé je l'ai adorée, cette grand-mère. Ouais, elle est marrante. Je crois qu'on arrive au terme. Je voudrais conclure avec la métaphore du flipper que j'ai retrouvé chez vous et chez vous. Le flipper, avec cette bille qu'il faut faire monter à tout prix avec la pression. Madame Barnes, elle joue au flipper à un moment donné, elle veut pas perdre. Et votre petit héros au lycée joue aussi au flipper. Et puis on sent, et ça m'a fait rire, que finalement le flipper, ça disparaît un peu. Hein. Mais cette hargne du flipper et de pas faire tomber sa bille, elle concentre beaucoup de choses sur finalement ces destinées qui se jouent à des moments où on est à la fois dans le jeu et dans le très sérieux. L'enfance, l'adolescence. Oui, il dit, lui, je pense Il le dit, la métaphore. Oui, il dit, je pense que tout le monde joue au flipper parce que c'est une assez jolie métaphore de l'existence. C'est-à-dire qu'il dit, on récupère jamais sa mise de départ, et puis de toute façon, on va perdre. C'est de toute façon. Mais après, tant qu'on joue, tant que ça marche, tant que ça claque, c'est merveilleux. Et c'est la grande leçon de Madame Barnes, c'est la leçon aussi que donne cette grand-mère solaire, c'est que jusqu'au bout, il faut profiter du moment où la bille est en train de rouler, quoi. On peut toujours être relancé. Et on peut toujours être relancé Dans les cimes, ouais. même si quand on s'y attend pas. En profiter aussi, même quand la boule de flipper, elle prend une trajectoire qui n'était pas prévue. C'est se dire, bon, je vais faire avec et pas contre, quoi. C'est le mot de la fin, Clara Dupont-Moreau. Merci. Je ne sais pas si on a le temps de poser une question ou s'il faut... Non, on n'a pas le temps. Bon, dommage pour vous. On peut retrouver les auteurs en dédicace. Vous êtes maintenant, j'imagine, sous le chapiteau. Vous avez vos stands. Moi, je vous invite à lire ces livres, à les offrir aussi. C'est des livres, je pense que c'est vraiment le genre de livres qui ne déçoivent pas quand on les offre. Les gens vous diront « Ah, j'ai adoré ». C'est pour ces trois-là. Je les prescris pour les cadeaux de Noël, les cadeaux d'anniversaire à venir. Je vous remercie beaucoup, tous les trois. Je rappelle les titres. Clara Dupont-Moreau, c'est « S'adapter » chez Stock. Le fils du professeur de Luc Chomara, c'est à la Manufacture de Livres. Et puis « Avant l'été » de Claudie Gallet, c'est chez Actes Sud. Merci à tous les trois pour vos partages.